Mes amis, bonsoir et bienvenue au Musée du Barreau de Paris, dont je suis le conservateur. Vous êtes ici plus exactement à l'Hôtel de la Porte, qui est un bâtiment classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui était autrefois dans ce qui s'appelait la rue du Séjour du Roi, mais pour des raisons politiques, le nom a légèrement évolué en rue du Jour. Et cet endroit a été édifié non pas pour être une prison, comme le croyaient nos anciens bâtonniers pendant très longtemps, mais pour être l'habitat du plus gros poissonnier des Halles au XVIIe siècle. Voilà, donc il y a des professions qui gagnent mieux leur vie que les gens de robe. En tout cas, ici, c'est un bâtiment qui appartient au Barreau de Paris et qui abrite donc son musée et ses collections permanentes par lesquelles vous êtes entouré. Vous pourrez les visiter tout à l'heure si vous ne l'avez pas fait en arrivant, pendant les quelques minutes qui permettront également à nos auteurs de signer leurs livres, leurs excellents livres. Le classement est très simple et vous n'aurez pas besoin de notre guide conférencier pour le parcourir très vite. Aller du Moyen-Âge qui se trouve à l'autre bout et terminer avec le XXe siècle ou le XXIe siècle parce qu'on doit s'arrêter quasiment avec l'affaire Papon par ici. Voilà, donc un classement chronologique assez facile à suivre. Ces collections permanentes, elles comportent quelques merveilles ou quelques pages noires, comme vous voudrez, de l'histoire de France, avec notamment les procès de Marie-Antoinette, celui de Louis XVI, le procès de Zola, de Dreyfus, l'assassin de Jean Jaurès, Raoul Villain, Matahari, et l'affaire Stavisky, et quelques pièces importantes. Cet endroit, ce musée, accueille aussi, comme vous le savez, des auditions contradictoires, c'est-à-dire des rencontres et non pas des matchs de boxe ou de catch. C'est pour Monsieur le Président, je ne sais pas si le devoir de réserve lui permet de faire des matchs de boxe, mais en tout cas, on y accueille des auteurs et des écrivains, des gens de robe qui deviennent des gens de lettres. Et en l'occurrence, ce soir, deux d'entre eux, un avocat et un magistrat, autour de ce que j'ai appelé labelliser la justice des extrêmes, en parlant un peu de tous les extrêmes, et on est finalement un peu aussi dans l'actualité. Un très gros livre, mais un excellent livre. Je dis gros parce qu'il est quand même assez dense par rapport à celui de mon comparse. Jugé Vichy, sous la direction de Jean-Paul Jean, qui nous fait le plaisir d'être ici, que je vais présenter dans un instant. Et puis Nicolas Gardère, mon confrère, avocat donc au Barreau de Paris, voyage d'un avocat au pays des infréquentables. Il nous racontera assez vite ce que sont ces infréquentables, mais vous avez compris qu'il y a peut-être un lien avec Vichy et deux, trois choses, et l'extrémisme de façon générale. Mes invités, en théorie, devaient avoir la compagnie de Bernard Faux, membre du Conseil de l'Ordre, qui doit être retenu quelque part et va finir par arriver peut-être. Donc ne vous inquiéterez pas de voir arriver un avocat en plus qui se mêle à la conversation. Et sinon, nous la ferons sans lui. En deux mots, Jean-Paul Jean, je peux dire, vous êtes magistrat, d'abord et avant tout. Détrompez-moi si vous êtes président de chambre à la Cour de cassation. Honoraire, pardon. Vous êtes de chambre honoraire, évidemment. Vous êtes vice-président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Je ne veux pas égrener toute votre longue carrière dans la magistrature, sauf si vous le souhaitez, mais très bien. Il y a surtout vos écrits. Il y a vos écrits qui sont importants. Parce que j'ai cité tout à l'heure Papon, mais vous avez écrit sur Barbie, Papon, Touvier, sur l'histoire de la justice, mais aussi beaucoup sur les crimes contre l'humanité, notamment 70 ans après Nuremberg. Voilà, ça fait partie des thèmes. Il est cohérent et logique de vous retrouver à la tête de cet impressionnant travail sous votre direction et préfacé par notre ami Robert Badinter. Nicolas Gardère, moins de livres, mais assez actif. Avocat, on va dire, il y a une formule qui revient, alors il faut me dire après si elle convient ou pas, c'est l'avocat de gauche qui défend l'extrême droite. C'est ce qui revient tout le temps. Hein. Donc je ne sais pas s'il y a un label qui a été déposé, en tout cas je peux le déposer comme avocat en propriété intellectuelle pour vous, mais en tout cas vous êtes donc connu pour être, on va dire, un homme de gauche, un avocat de gauche qui a défendu notamment alors Serge Ayoub, riposte laïque, dont on ne peut pas dire qu'il soit sur l'échiquier complètement à l'extrême gauche, je ne crois pas. Voilà, Daniel Conversano, qui est un youtubeur suprémaciste blanc. D'accord. Parfait, voilà. Donc, quelques individus du même genre. Vous avez d'autres activités quand même. Hein. Vous vous intéressez à l'environnement et à plusieurs autres choses.
Ce qui m'aurait permis de vous présenter Bernard Faux, qui est spécialiste du miel, notamment, mais on on restera dans d'autres abeilles un peu plus compliquées que sont les piquantes, celles qui nous intéressent ici ce soir. Et dans ce livre, Le voyage au pays des infréquentables, évidemment, il y a toutes sortes d'infréquentables, mais il y a notamment on va dire, l'extrême droite, ou cette sorte de spécialité qui consiste à défendre un peu l'indéfendable. Mais chacun place comme avocat l'indéfendable là où il le veut. Et chacun sa propre norme et ses propres soucis avec son rapport à la robe. Voilà. Peut-être que vous pouvez commencer par nous dire pourquoi ce livre, pourquoi cette défense, et puis après je demanderai à Jean-Paul Jean de dire pourquoi est-ce qu'il faut encore et toujours parler du rôle des magistrats sous Vichy, à la sortie de Vichy, comment on passe de désignation entre guillemets au service de l'État français et du maréchal Pétain en prête serment, et puis à ceux qu'on se retrouve ensuite dans le gris de l'histoire de l'autre côté de la barrière et à finalement être juge de l'épuration. Et les avocats. Et les avocats aussi, bien sûr. Il y a ici derrière tout ce qu'il faut pour montrer que les avocats ont allègrement participé à la page la plus noire de l'histoire de France, évidemment. Il ne faut jamais le rappeler. Le travail important de Robert Badinter, notamment, sur l'ordre des avocats au barreau de Paris, permet de voir que nous n'avons pas attendu les ordres de Vichy pour commencer à dénoncer les confrères juifs. Ceci étant rappelé, Nicolas. Merci chers confrères, merci de m'avoir invité. Alors pourquoi ce livre? Je dirais par antifascisme que j'ai voulu conséquent. Disons que aussi par mise à distance, par ce besoin, après, en fait, j'ai commencé à défendre ce qu'on pourra qualifier de facho, parce que j'ai appelé ça les infréquentables, enfin mon éditeur appelait ça Voyage d'un avocat au pays des infréquentables. Il faut bien comprendre que le label infréquentable, c'est d'abord l'assignation maléfique. C'est l'injure, c'est facho, c'est le paria, c'est la société au fond qui assigne une condition d'infréquentable. Après, j'ai ce tropisme personnel, psychologique, qui fait que je suis attiré naturellement par les parias, les réprouvés, les exclus, les marges. J'aime bien l'idée de pouvoir comprendre la société ou d'essayer d'attaquer la société, l'attaquer, disons, heuristiquement par ses marges. Je pense qu'on apprend beaucoup de choses de notre société par les marges. D'ailleurs, j'ai défendu un certain nombre d'individus ou de groupuscules d'extrême droite, mais j'ai aussi défendu la Ligue de défense judiciaire des musulmans, tout un tas de barbus, pas comme celui-ci ou a priori celui-ci, qui a été assigné à résidence dans le cadre de l'état d'urgence pour être des islamistes, disons, à grands traits. J'ai défendu aussi le syndicat du travail sexuel. D'ailleurs, on a perdu avec tout un tas de confrères, dont mon frère Spinozzi, brillant avocat au Conseil, spécialiste des libertés fondamentales. On a perdu devant le Conseil constitutionnel sur la loi de pénalisation du client. Et donc voilà, j'aime. De toute façon, si vous voulez défendre les libertés fondamentales, être un praticien des libertés fondamentales, c'est forcément se retrouver à défendre les fachos, les islamistes et les putes, quoi. À la fin, c'est quand même ça qu'on a comme client. Il faut accepter cette idée, il faut aimer aussi cette idée, il faut avoir le goût, quelque part, de la fréquentation de ces marginaux. C'est quand même difficile. Enfin, si vous voulez, je revois plusieurs reprises, parce que j'aime bien cette idée de faire de l'ethnographie en amateur. J'ai lu beaucoup d'ethnographies, les Margaret Mead, les Malinowski, les Lévi-Strauss, et cette idée que Lévi-Strauss, il n'a pas été heureux chez les Nambiquara, et j'ai pas été tellement heureux chez les fachos, parce que si vous voulez, mon implication d'avocat est allée très loin au-delà de la seule défense respectable défense pénale. J'ai voulu vraiment faire le terrain, le faire sérieusement ce terrain-là. Pendant plusieurs années, j'ai débattu sur une web télé d'extrême droite qui s'appelle TV Liberté. Très régulièrement, toutes les 2 semaines, je participais à un débat. J'ai débattu contre Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, et tout ce que l'extrême droite compte, le banc et l'arrière-banc des intellectuels, journalistes, militants politiques d'extrême droite. J'en sors un peu recru. Certains de mes opinions, mais fatigué. Et ce livre, c'était aussi quelque part une mise à distance, quoi. Mettre par écrit mon trauma de manière un peu cathartique, parce que c'était dur, ça me paraissait nécessaire, à la fois comme avocat, peut-être pédagogiquement. J'ai toujours aimé, comme prof, essayer d'être le chargé de TD ou le prof que j'aurais aimé avoir quand j'avais 18 ans, et j'ai essayé d'écrire le bouquin que j'aurais aimé lire quand j'étais au début de mes études de droit ou à l'école du barreau.
Et donc, il y a cette dimension que j'ai voulu pédagogique pour les jeunes confrères ou futurs confrères ou étudiants en droit. Puis je disais que j'ai écrit ce livre aussi par antifascisme. J'ai peur que la stratégie de l'exclusion et du cordon sanitaire soit un échec. Je veux dire, Marine Le Pen, on s'est même plus étonné, on s'est presque réjoui qu'elle ne fasse que 2 fois le score de son père de 2002, lors des dernières présidentielles. On a trouvé ça, c'est bien, c'était une défaite pour elle, ce qui me paraît toujours hallucinant, qu'on ait pu penser comme ça. Donc oui, cette stratégie, il me semble, n'a pas fonctionné. Je trouve toujours que l'exclusion, le fait d'exclure l'autre, n'était pas honorable, n'honorait pas le camp du bien, si j'ose dire, dans lequel je m'inclus, n'honorait pas la démocratie libérale, et que, au fond, cette stratégie de pénalisation de l'expression, notamment ces expressions-là, est contre-productive. Je la crois contre-productive. Encore une fois, je ne me positionne pas dans une logique relativiste où, au fond, ils ne sont pas si méchants, ils ne sont pas si dangereux. Non, j'en suis intimement persuadé de leur dangerosité. Mais je trouve que la stratégie de la pénalisation est une mauvaise stratégie, qu'elle est un échec. Regardez Alain Soral. Alain Soral a été condamné encore récemment, je crois que c'était à Bobigny, à 1 an de prison ferme. Il a de nombreuses condamnations pour les mêmes faits, des propos antisémites. Il ne semble pas que ça ait porté atteinte à son engagement à tenir des propos antisémites. Il ne me semble pas que ça ait porté atteinte à sa stature sur les réseaux sociaux, sur Internet. Son site Égalité et Réconciliation était encore jusqu'il y a peu, en tout cas, le site politique français avec le plus gros trafic sur Internet. Ça crée, cette pénalisation, ces condamnations pénales créent une sorte de martyrat qu'ils peuvent revendiquer, qui fait au fond, voilà, je suis condamné, je suis critiqué, condamné pénalement, parce qu'au fond j'ai raison. Parce qu'au fond j'ai raison, et s'ils acceptaient de m'affronter, ils perdraient, tout le monde pourrait constater que j'ai raison, quoi. Et au fond, ils n'ont que les flics à m'envoyer, parce qu'ils ont tort. Et donc j'ai le sentiment vraiment que c'est contre-productif, cette pénalisation. Au-delà de posture idéologique sur la liberté d'expression, sur cette idée, disons, chomskienne, que si l'on ne croit pas à la liberté d'expression d'un individu que l'on méprise, alors on n'y croit pas du tout. Au-delà de cette posture théorique, sur le plan très pratique, empirique, il me semble que c'est contre-productif, que ça nous déresponsabilise, que condamner pénalement, c'est mieux abdiquer sur le plan du combat politique, culturel et intellectuel, alors que c'est là qu'on devrait combattre. C'est pas envoyer les flics la solution, c'est vraiment combattre. Là, il y a cette histoire de recrudescence de l'antisémitisme. Arrêtons de considérer que la bonne réponse, c'est la police, c'est le juge pénal. La bonne réponse, c'est dans le combat politique, culturel et intellectuel. Et je crois que c'est un peu l'objet, au-delà de la question de la défense pénale, de les défendre tous, Alberno, etc., tout ce qu'on veut. Et moi, minusculement, de mettre dans cette voie-là, dans cette lignée-là, c'est de dire, voilà, le vrai combat politique, il est le seul à pouvoir combattre et vaincre la bête immonde. Je crois que c'est un des objets de mon livre, en tout cas. Merci. Jean-Paul Jean, je passe... Oui, alors le sujet est un peu différent. Un peu, mais pas complètement. Quand j'ai réfléchi rapidement en venant sur juger les extrêmes, effectivement, moi, je vais parler d'un travail qui est un travail quand même d'une quinzaine d'années avec un certain nombre de personnes sur les situations extrêmes. Je crois que c'est ça la question. Mais quand Nicolas Gardère parlait, je pensais à une personne, il a parlé de Claude Lévi-Strauss, effectivement, et je pensais à Claude Lévi-Strauss quand il est parti pour les États-Unis, en 1940, quand il a pu prendre le bateau, et il s'est arrêté à Fort-de-France, parce que Fort-de-France était encore vichiste, bien sûr, et il a occupé quelques jours. Et qu'est-ce qu'il a fait, Claude Lévi-Strauss ? Il est allé se promener en ville et il est allé au palais de justice. Et vous lisez les premières pages de Triste Tropique et vous voyez en 20 lignes un portrait absolument abominable d'une justice où il parle des robes dégoulinantes de sang rouge et comment il condamne en quelques minutes à 10 ans de prison, je crois, un Antillais. Et ce portrait de Claude Lévi-Strauss est vraiment assez fascinant. Alors pourquoi ce livre, Juger Vichy, juger sous Vichy, effectivement, Emmanuel Pierrat a bien dit, c'est comment des magistrats notamment ont pu
prêter serment en 40, juger sous Vichy, et ensuite devenir les juges de l'épuration, et puis ensuite juger pendant la guerre d'Algérie, et ensuite revenir. Ce sont les mêmes, c'est toute une génération. Et pourquoi cette génération? Et en voyant ici le musée, quand même, cette génération où toute la hiérarchie, c'était tous les anciens combattants de la guerre de 14, ne jamais l'oublier, ça. Donc, toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est la remise en perspective, et surtout parce que sur cette période, on vit avec, comme beaucoup de notre société aujourd'hui, par des schémas, des représentations extrêmement simples. Et pour Vichy et la magistrature, on a le film de Costa Gavras en 73, la section spéciale, et sur le serment, un magistrat n'a pas prêté serment, tous les autres l'ont fait. Et j'ai essayé de déconstruire ça pour reconstruire autour des faits. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et pour moi, c'est venu quand j'étais à l'inspection générale du ministère de la Justice, et j'ai commencé à travailler dans les années 90, 1990, hein, je suis vieux, mais il y a des limites. Et en regardant, et l'inspection était créée en 1964, c'était vraiment extraordinaire. Et j'ai commencé à travailler sur cette période et d'autres. Et je me suis aperçu, en fin de compte, que l'inspection générale de la justice, dont certains ont fêté effectivement, là encore, un cinquantenaire, n'avait pas été créée en 1964, mais qu'elle avait été créée en 1943. Et qu'on avait d'un côté une inspection générale qui avait été sous Vichy, dont un inspecteur général, en retrouvant quelques documents, par exemple à Thonon-les-Bains, et voir, attention, la femme du procureur est juive, et donc est-ce qu'il ne va pas aider des personnes à passer en Suisse, etc. Donc voilà ce qui se passait en 1943. Et puis à la Libération, l'inspecteur général des services judiciaires, c'est Maurice Roland, c'est un grand magistrat qui a terminé président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a été président de l'association des magistrats résistants et qui a été un des plus grands résistants dont aucune promotion de l'école de la magistrature aujourd'hui a encore donné le nom, contrairement à d'autres. Donc on s'aperçoit que tout ça on ne savait pas, donc avec Alain Banco qui avait écrit le grand livre sur la justice sous Vichy, et qui est un ami, j'ai commencé à beaucoup travailler sur ces questions pour essayer de rétablir un petit peu des faits, des éléments. Et donc, ce travail, qui n'est pas simplement le mien, c'est un travail collectif. Hein. Je dis aussi que c'est très clair, ce livre qui ne vaut que 19 €, je n'ai aucun droit d'auteur, c'est l'association. Je le dis aussi, c'est tout un travail qui est fait, qui remet en perspective tous ces éléments. Et je vais prendre justement cet exemple, peut-être, pour comment on juge dans les situations extrêmes, parce que quand on parle de Vichy, c'est ça. Tous de la génération, le film de Costa Gavras de 73 sur les juges de la section spéciale et les juges qui ont prêté serment. Et justement, j'ai mis des iconographies dans cet ouvrage, au milieu, certaines. Et j'en ai mis une volontairement qui est celle-là, sur les magistrats collaborateurs, les magistrats résistants, et puis la masse des magistrats, la zone grise, quoi, tous ceux qui ont continué à faire leur boulot pour gagner leur vie, pour rester, parce qu'ils avaient femmes, enfants, ils ont resté à travailler, et surtout pas être dans les sections spéciales, faire du droit civil, rester à continuer leur métier. Voilà, c'était tout simplement, on l'oublie un petit peu, que la plupart de ceux qui sont partis à Londres, c'était les jeunes hommes, qui n'avaient pas de charge de famille, qui sont parce que les femmes ne travaillaient pas et qu'ils ont continué à vivre. C'est ce qu'écrit un type qui s'appelle Casamayor, Serge Fuster, il explique. Et puis on explique tout simplement, il y a eu, j'essaye de faire des biographies de ces magistrats, deux types de magistrats, ceux qui ont 45, 50 ans, etc., qui commencent à être dans la hiérarchie, ou tous les hiérarques, qui sont tous des anciens combattants qui étaient avec Pétain, sous Verdun, etc. Et on ne comprend pas cette magistrature si on ne comprend pas ce qui se passe sur le maréchal. Et puis le deuxième élément, c'est toujours voir cette période de Vichy avec des dates extrêmement précises. On parle du bâtonnier Charpentier, hein, le Conseil de l'Ordre à certaines périodes, ou des magistrats sous Vichy. Il faut toujours mettre en perspective. Robert Badinter l'a bien montré en 97. En 1940-41, trop d'avocats étrangers qui ne parlent pas bien français, etc. C'est le Conseil de l'Ordre qui propose effectivement de sortir ces personnes du barreau qui font honte au barreau, il l'écrit, hein, etc. Et Charpentier va négocier avec le garde des Sceaux pour arriver à ces 2% d'avocats de juifs au barreau qui fait exclure tous les autres, etc. Donc, ça. Et puis, en septembre 1943, il va rentrer dans la clandestinité. C'est la même chose pour les magistrats. C'est-à-dire que les magistrats, ici, en visitant, on a Mornay qui est le commissaire du gouvernement sur l'affaire Matahari, Bolo Pacha, pendant la guerre de 14, et puis ensuite qui va devenir effectivement le
celui qui va requérir contre le maréchal Pétain, contre Laval, etc., dont j'ai essayé de documenter, j'ai regardé votre dernière mission, j'ai documenté tout à fait le portrait de Mornay, qui n'est pas tout à fait ce qu'on dit, et puis qui a été, pendant 1940, vice-président. Il y a eu un magistrat du Conseil d'État, un autre, il y avait 3 sections dans la commission de dénaturalisation, sur lesquelles il y a eu 15 000 dénaturalisations qui ont été prononcées, c'était la loi de 27, et des dénaturalisations jusqu'en 1940, il y a eu plus de 15 000 personnes qui ont été dénaturalisées, des étrangers, dont plus de 6 000 juifs. Et Mornay a présidé une des 3 commissions. Ce qui voulait dire, quand on dénaturalisait le père, on dénaturalisait toute la famille, et ces personnes, bien sûr, il y avait l'arrestation des étrangers, les camps, et ça veut dire, ça signifiait la déportation. Quand on regarde, quand on met en perspective effectivement ce qui se passe, on voit Mornay, qui est un patriote, qui est un Français, il n'aime pas les Allemands, mais sur l'antisémitisme et d'autres, il a tout à fait sa part. Et donc on voit, il va venir dans la résistance, comme Charpentier, fin 43. Mais quand on regarde novembre 42, qu'est-ce qui se passe en novembre 42 quand effectivement on a le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, puis ensuite, et bien sûr la zone occupée, tout change. Et donc des personnes vont totalement changer dans leur évolution. Donc à chaque fois, il faut regarder ce que font les personnes en 1940, en 42, en 43, en 44. Et là, on voit des choses extrêmement différentes. Donc je mets la focale sur une situation extrême. Situation extrême, c'est fin août 1941. Fin août 1941, pourquoi? Parce que c'est au même moment, c'est la même loi du 14 août 1941 qui, d'un côté, oblige le serment des magistrats, et en même temps, c'est la loi antidatée qui crée les sections spéciales. Le même jour, antidatée le 14 août. C'est le 27 août que la section spéciale de la Cour d'appel de Paris, on connaît tous le film de Costa Gavras, va condamner à mort 3 communistes, demande des Allemands. On oublie toujours qu'il y avait déjà, en août 41, tout de même, il y avait les 52 avocats juifs qui étaient arrêtés, qui étaient à Drancy, dont Pierre Masse, dont on voit la photo ici, dont Yves Jouffat, qui a dit comment s'était conduit le bâtonnier Charpentier, etc., quand il leur a notifié leur exclusion du barreau, etc. Donc, on se passe, il y a Laval, la tentative d'assassinat contre Pierre Laval, juste à ce moment-là, et donc il y a une pression extrêmement forte de tout le monde pour arriver à juger. Donc tout se passe exactement en même temps, et on réquisitionne des magistrats là-dessus. Et il y a ces 3 peines de mort, et ensuite il n'y en aura plus à l'élection spéciale de Paris. C'est ça qui est assez intéressant de voir quand on reconstruit. Et les magistrats, quelques jours après, c'est le 27 août, le 2 septembre, ils prêtent serment à Pétain. Oh, alors vous avez le meilleur témoignage, en fin de compte, c'est dans les mémoires de Maurice Garçon. Et de confronter à la fois les archives, ce que disent les personnes, Maurice Garçon et d'autres, et on voit, et ce que dit Casamayor. Et donc là, il y a simplement une personne, c'est le président, c'est Paul Didier, qui refuse de prêter serment, extrêmement courageusement. Et il a une histoire, parce qu'avant, c'est lui qui dirigeait le bureau de la nationalité à la chancellerie, qui avait fait accéder à la nationalité. Il avait été... Donc, vous voyez l'ensemble, comment on essaye de remettre un petit peu les morceaux du puzzle, au lieu de simplement isoler. J'essaie de montrer la situation extrême de fin août 41, c'est après le discours sur le vent mauvais de Pétain, etc. Vraiment la situation extrême. Les magistrats prêtent serment. Ils prêtent serment, mais on oublie que tous les magistrats résistants ont prêté serment. S'ils ne prêtent pas serment, ça veut dire qu'ils sont exclus de la magistrature, comme l'a été Paul Didier, qui est emmené à Châteaubriand, au camp, avec Guy Moquet et les autres. Lui va être libéré, parce qu'il n'est pas communiste, etc. Donc, et Casamayor l'écrit. Qu'est-ce qu'on fait? On va tous se découvrir, ceux qui sont résistants ou pas? Donc, c'est pas si simple que ça. C'est que pour nous, il dit ça n'a pas de sens. J'ai mis justement le texte de Casamayor dans le texte. Donc, c'est pas si simple. C'est pour ça qu'il faut avoir un débat à ce moment-là, là-dessus. Et quelqu'un comme Parodi et Maurice Roland, qui ont prêté serment depuis 1940, fin 40, début 41, ils sont à la fois résistants dans le palais, ils poursuivent, ils essayent de négocier avec certains avocats, etc. Et puis le soir, ils vont faire des tracts, ils sont dans le mouvement Libération Nord, ils vont faire sauter des ponts, etc. C'est ça aussi. Il y en a, comme Mornay et d'autres, ils vont venir, eux, fin 43. Ou d'autres, ils vont venir fin 43. Donc, c'est ça que je voulais absolument montrer, qu'il faut travailler sur ces questions. Et ça, c'est un peu la société d'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais sur lesquelles on focalise sur 1 ou 2 points, séquence émotion sur le serment. J'ai expliqué ça aux 310 auditeurs de justice devant l'amphi il y a 15 jours, toute la nouvelle promotion de l'ENM. Et j'ai essayé de leur dire, voilà,
De toute façon, c'est extrêmement facile d'avoir un jugement moral après. Je ne veux pas être révisionniste, pas du tout. Ce qui m'intéresse, j'ai été secrétaire général du syndicat de la magistrature, j'ai des engagements, j'ai aucun état d'âme sur les idées, etc. J'aime les idées et j'aime le débat politique. Hein. Mais soyons exigeants. Et deuxièmement, j'ai conclu mon discours en disant ne jamais oublier que ce qu'on attend d'un juge, c'est dans chaque situation individuelle d'être un juge, de faire du droit et d'être un juge, et de regarder un dossier, d'écouter les arguments et de faire votre boulot. Et de ne pas juger même vos aînés, les générations comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Et là, je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus des personnes qui, sur Twitter, sur d'autres médias, sur un argument, une image, vont terminer un débat. Et ça, c'est extrêmement dommage. Donc, effectivement, je suis désolé d'avoir fait un gros livre, quasiment, mais avec beaucoup d'éléments factuels, éléments qui permettent de complexifier. Alors, je suis désolé, mais de temps en temps, je pense qu'il faut prendre le temps de complexifier le débat. J'en suis désolé dans la société d'aujourd'hui, mais je pense qu'il faut travailler. Et dans les dossiers judiciaires, c'est la même chose. Donc, voilà l'exemple que je voulais essayer de vous donner. Donc, on peut juger en situation extrême. Je vous donnerai, si vous voulez, les chiffres de magistrats épurés, de magistrats collaborateurs, de magistrats résistants, etc. À peu près, les éléments, avec beaucoup. Mais avant, dans ces situations extrêmes, c'est vrai que ça révèle les caractères qu'on a. Dans les magistrats résistants, il y a eu des martyrs, des gens extrêmement courageux. Il y a eu des gens qui se sont planqués, puis qui à la fin de leur carrière, enfin, les comportements fin 43, début 44 sont extrêmement intéressants à voir. Comment les gens, plus les Alliés avançaient, après Stalingrad, après Kursk, après le débarquement en Sicile, comme par hasard, c'est comme Maurice Papon, c'est comme l'avocat général de Lyon qui avait requis la peine de mort devant la section spéciale. Comme par hasard, ces personnes-là ont protégé des juifs à un moment donné, ont fait des contacts avec les résistants, ont classé des dossiers, etc. Et comme par hasard, il y a eu des attestations qui ont été faites à la Libération, notamment, effectivement, dans les comités de la Libération, quand on était proche des communistes, etc. Et ça s'est plutôt bien passé pour eux. C'est-à-dire qu'un avocat général qui a requis la peine de mort devant la section spéciale de Lyon, il n'a pas été exclu. Il y a eu quand même 2/3 des chefs de cour qui ont été exclus de la Libération. Lui, il est revenu. Et puis, en 1956, après, il est devenu procureur général. Il avait la Francisque, avec l'appui de Monseigneur Gerlier à l'époque, etc. Voilà, quand on regarde les dossiers un par un, c'est assez intéressant de voir. Je crois qu'il faut faire un boulot assez factuel. Mais que l'avantage de juger dans les extrêmes, c'est qu'on arrive dans les situations paroxystiques. C'est ça qui est intéressant. Et je ne suis pas complètement d'accord avec votre position, mais c'est parce que moi je pense que, là-dessus, je pense que le droit pénal, oui, au départ j'étais sur les positions de Madeleine Reberiou sur la poursuivre ou non de négationnisme. J'ai dit non, il ne faut pas. Et maintenant je pense qu'il faut, et je suis depuis 10 ans, je suis absolument persuadé que le juge pénal a un rôle extrêmement précis, et que c'est au juge pénal de faire respecter quand même ce qui est permis, ce qui est autorisé, et notamment dans les paroles. Il y a aussi des limites dans les paroles, et je ne suis pas du tout pour la liberté absolue de parole. Dans une société, on doit pouvoir réguler, et on voit aujourd'hui ce qu'est le déferlement des paroles et de la haine, et que le juge pénal doit aussi rappeler des principes extrêmement clairs. Avant de répondre à cette question directe, cette sorte d'apostrophe, quel regard sur cette période avec... Ça permet aussi de répondre... En fait, on parle de deux choses différentes. Il y a juger sous Vichy, juger la libération, juger dans des conditions extrêmes. Et il y a nous, juger dans notre cadre, malgré tout relativement apaisé, en démocratie libérale. Je crois que c'est complètement différent. Encore une fois, si je fais ce livre, si je défends ces ennemis de la liberté et de la démocratie libérale, c'est précisément au nom de la protection de cette démocratie libérale. Parce que moi, ce dont je vois les choses, ce que je pense du sujet, c'est il y a évidemment la question du caractère contre-productif, la création de martyrs, etc. Mais c'est relativement anecdotique, de faux martyrs. C'est pas de Giordano Bruno, Alain Soral, évidemment. Ces faux martyrs, bon, ça c'est une chose. Mais au fond, c'est pas l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est que je trouve que ça nous dégrade collectivement
ça dégrade collectivement notre régime que de condamner pénalement, j'ai bien dit pénalement, les expressions, ces expressions d'ennemis, au fond, de notre démocratie libérale et des libertés. Je crois que c'est ça le fond de la chose, c'est que ça les dégrade. Parce qu'il y a, au-delà de l'acte même de condamner pénalement, qui sont au fond des délits d'opinion, parce que si vous voulez, tous les mantras qui tiennent lieu de réponses politiques du style « le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit », je dis « ok, super ». Et après, on a fait quoi? On a dit ça, notre mantra a bien été posé, tout le monde le connaît par cœur, c'est efficace? Est-ce que le déferlement de haine sur Internet qui est incontestable, c'est-à-dire on a bien vu les affaires récentes, enfin ce petit Bilal de l'Eurovision, la chanteuse voilée Ménel il y a quelques mois, etc., la Jeanne d'Arc métisse d'Orléans, enfin, je veux dire, c'est atroce, c'est à vomir. Mais est-ce que le fait d'avoir eu déjà une pénalisation de l'expression, d'avoir un juge pénal qui est là, qui condamne les expressions, a un quelconque impact à cet égard? Est-ce que ça prémunit contre ces torrents de bourgs racistes ou antisémites? J'en suis pas persuadé, j'ai pas été frappé par la pertinence et l'efficacité, notamment avec le développement des réseaux sociaux, mais même au-delà, sur dire s'il y avait une quelconque efficacité et utilité pédagogique à condamner pénalement, j'ai pas été frappé de son efficacité aujourd'hui. Voilà, les gens, il y a des milliers d'injures, d'incitations à la haine chaque jour sur les réseaux sociaux. Il m'a pas semblé qu'il y avait une efficacité, ni une peur du juge, et non, on ne peut pas traiter toutes ces plaintes, ni même une efficacité pédagogique à ce que le juge pénal et le droit pénal soient là pour dire non, ça c'est interdit, on ne peut pas le dire. C'est-à-dire, tous les jours, on a l'illustration que l'efficacité paraît quand même limitée. Au-delà de ça, voilà, je crois que c'est mauvais pour notre régime politique en tant que tel. Et puis il y a ce risque de glissement toujours. C'est ça mon inquiétude première. Première, c'est le glissement, qu'on aille dans une sorte de surenchère et que progressivement, cette histoire, par exemple, de l'état d'urgence, et on va assigner à résidence tout un tas d'islamistes, mais on va aussi assigner à résidence des militants écolos parce qu'il y a la COP 21 derrière, vous savez, tout au début de l'état d'urgence, après l'attentat du Bataclan. Ça va être typiquement une certaine pusillanimité du juge administratif. Là, bon, je suis dans mon domaine, enfin, je suis docteur en droit public, je fais évidemment du droit pénal à 17e chambre, sous l'angle de liberté d'expression, mais à la base, mon truc, c'est le juge administratif. Et ce que j'ai pu observer à de nombreuses reprises, par exemple, quand j'avais défendu Serge Ayoub, après l'affaire Clément Méric, dans le cadre du décret de dissolution de ces ligues fascistes, j'ai pu observer avec tous ces garçons qui ont été assignés à résidence dans le cadre de l'état d'urgence, c'est qu'au fond, le gouvernement prend des décisions qu'il considère tout à fait justifiées sur le plan politique. Et que le juge administratif, tribunal administratif et même Conseil d'État va se retrouver dans une situation un peu délicate où, au fond, il va peut-être pas oser, déjà, il ose quand même très rarement faire usage de son pouvoir d'instruction. Parce que demander des comptes au service de renseignement, parce que tous les gars qui étaient assignés à résidence, il y avait des ridicules notes blanches d'une demi-page, avec 3 bullet points. Karim connaît Rachid, qui connaît Mouloud, qui connaît François le converti, qui fréquentait la mosquée où on a déjà aperçu une fois les frères Kouachi. C'était ça, concrètement. J'en ai défendu près d'une dizaine des assignés à résidence. C'était toujours le même genre d'histoire. Ce qui était incroyable, c'est que mon client, lui, était assigné à résidence, mais Mouloud ou Rachid ou François, qui étaient plus proches de la mosquée des Kouachi, eux n'étaient pas assignés à résidence. Voilà. Ce genre de situation, une sorte de loterie. Puis derrière, le juge administratif, il ne demande pas de compte à l'administration, il ne demande pas au ministère de l'Intérieur de prouver quoi que ce soit. Il se dit dans le doute quand même, les services de renseignement, c'est des gens sérieux, c'est quand même dangereux, le Bataclan, voilà, le contexte, toujours le contexte qui permet de toujours avoir de bonnes raisons de restreindre les libertés. Et au final, on laisse passer. Et au final, on dégrade d'une certaine façon l'état de droit et on dégrade la jurisprudence et on offre des situations qui sont dangereuses pour tous. Et en matière de liberté d'expression, c'est aussi des cas de figure complètement aberrants où parce que celui qui a prononcé les mots litigieux est un gros méchant, est un islamiste forcené, enfin un islamophobe forcené. Typiquement, j'ai défendu Riposte laïque. Les gars, ils ne font pas dans le détail. Hein. L'islam, c'est de la merde, l'islam, c'est une saloperie, il faut renvoyer tous les musulmans
de l'autre côté de la Méditerranée, etc. Sur des positions très dures. Par ailleurs, je les ai défendus dans une affaire où ces gens-là disaient le préfet de police de Paris est un incompétent. Le préfet Boucaud, à l'époque, était préfet de police de Paris il y a quelques années. Ils avaient juste écrit qu'il était incompétent. Le préfet de police de Paris avait porté plainte parce que c'était les postes laïques, etc. Alors que dans le même temps, je ne sais plus, à l'époque c'était Jean-François Copé, Valérie Pécresse, avait dit la même chose. Il y avait des tweets où il disait il est incompétent parce qu'il y avait des débordements après le sacre du PSG, un peu de vandalisme, etc. Et derrière, on se retrouve devant un tribunal correctionnel à devoir défendre l'idée que qualifier un fonctionnaire, le chef de la police à Paris, d'incompétent n'est pas une infraction pénale. Et concrètement, c'était au tribunal correctionnel de Carcassonne, mon client avait été condamné à 200 € d'amende avec sursis, ce qui était débile. Après, heureusement, on a pu obtenir une relaxe en appel. Mais le danger, c'est aussi ça, c'est-à-dire que pour l'ensemble de leur œuvre, les gens vont être condamnés à une amende, ridicule l'amende de 200 € d'amende avec sursis, mais au final, ça dit dire que le préfet de police de Paris est incompétent est une infraction pénale, c'est interdit. Et après, on oublie le contexte, on oublie qui a été condamné. On retient juste, dans les recueils de jurisprudence, dans les bouquins sur la liberté d'expression, sur le droit pénal de la presse, on va retenir dire que le préfet de police de Paris est incompétent est une infraction pénale. Voilà ce qu'on retiendra, les magistrats le retiendront, les avocats le retiendront, et ça c'est dangereux. Confrère, on ne parle pas uniquement de gens qui disent que le préfet de Paris ou le préfet de police est incompétent. Quelle solution alors prenez si ça n'est pas la réponse pénale, pas pour ceux qui parlent d'incompétence, et ceux pour les propos antisémites, négationnistes, voilà, comment faire? Écoutez, il y a des pays... Parce que l'école c'est sympathique, mais ça prend du temps. Oui, je sais bien. Et il faudrait revenir en arrière. Il me semble qu'il y a des pays comme les États-Unis d'Amérique qui, par plein d'aspects, sont très critiquables. Mais il me semble que le premier amendement de la Constitution américaine, à mon sens, me semble préférable, à minima dans le doute. Dans le doute, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réussi à prouver concrètement que la pénalisation de l'expression était utile, et je n'en vois les preuves nulle part, encore une fois. Je veux dire, si on se met de côté toute problématique théorique, idéologique, philosophique, parce que ça aussi, parlons-en, sur ce plan philosophique, qu'on aille de John Stuart Mill jusqu'à tous les philosophes, même récemment, tous les mois quasiment, il y a un bouquin qui sort sur la liberté d'expression, les limites à la liberté d'expression, où est-ce qu'on doit fixer le curseur. Franchement, je ne sais pas si vous en avez lu, mais j'ai jamais été convaincu par aucun, je ne sais pas où doit se fixer le curseur. Donc dans le doute, pénalisons, comme c'est d'ailleurs le cas aux États-Unis, l'appel à la violence, l'appel au meurtre, l'appel au viol. Évidemment que ça doit être, les menaces de mort doivent être des infractions pénales de demeurer sans doute possible. Et là encore même, on a un curseur qui doit être fixé quelque part, mais parfois c'est quand même très clair et très simple. Il faut condamner pénalement ces choses-là. Pour le reste, je ne crois pas que ça soit efficace et je pense que c'est contre-productif. Donc remobilisons sérieusement le combat politique, culturel et intellectuel, au lieu de considérer que le juge pénal serait une réponse adaptée, suffisante, qui permettrait de ne pas combattre réellement sur le plan politique et intellectuel. Est-ce que j'ai une solution toute faite? Bien sûr que j'en ai aucune et personne n'en a. Je dis juste, ne nous reposons plus sur le juge pénal parce qu'il n'a pas fait preuve de son utilité sur ce plan et qu'il nous déresponsabilise d'une certaine manière. On a considéré qu'on a fait notre job si on a porté plainte contre les méchants racistes et antisémites. Non, je considère qu'on n'a rien fait du tout et que c'est dangereux de considérer qu'on a fait quelque chose en le faisant. Non, je suis obligé de rebondir sur le même thème. On peut partir sur d'autres directions. Oui, parce que là, c'est plus Emmanuel Biéra qui est spécialiste que moi, de la liberté d'expression. Moi, je pense que le droit pénal doit être à sa place et que l'équilibre en France entre la liberté d'expression et les poursuites pénales me semble... la solution est extrêmement simple, faisons confiance au juge parce que c'est lui qui va garantir tout simplement le procès équitable là-dessus. On ne demande pas simplement au pénal d'être efficace, autrement ça se saurait déjà en matière de circulation routière si c'était efficace ou d'autres. Donc on lui demande d'affirmer des valeurs aussi à un moment donné. Et donc ça qu'il y a un débat autour des valeurs qu'on défend. Et à partir de là, oui, il y a des limites. Il y a des limites. Voilà. Quelle est la proportionnalité, quel est l'équilibre? Là, il y a des grands spécialistes de ça. Je n'ai aucune envie de faire des martyrs, mais en tout cas, il y a des personnes qui dépassent certaines limites aux valeurs que la société se donne, et celles-là, on doit être répressif sans aucun état d'âme. Moi, j'ai été 10 ans en cour d'assises, ça a pu m'arriver de demander un acquittement. Et même dans une affaire de chambre d'instruction, je me souviens, en droit,
il y avait une poursuite, et je me souviens d'avoir requis un non-lieu, pardonnez-moi, contre Alain Soral. Alors, franchement, mais en droit, ça ne tenait pas. Voilà, mais il n'y a aucune raison que l'on fasse du droit, tout simplement. Effectivement, c'est débattu depuis 30 ans, la pénalisation, les lois d'affichage, etc., ça on sait aussi. Et puis les limites du droit pénal. Effectivement, le droit pénal, c'est pour une infraction qui a été commise, c'est pas un droit pénal préventif. Ça, toute la prévention, c'est le droit de l'administration, etc. Et là, on mélange tout dans les textes actuels. Je suis d'accord là-dessus. On doit punir les gens pour les infractions qu'ils ont commises. Si l'infraction, c'est le négationnisme, si c'est des appels à la haine, pour moi, ça doit être réprimé extrêmement sévèrement, point final. Voilà, c'est extrêmement simple, ce sont des valeurs. Ça, oui. Parlons concrètement, parlons de cas concrets. Oui, incitation à la haine raciale, oui, je suis pour des poursuites extrêmement sévères, ça ne me gêne absolument pas, et si ces personnes dépassent les limites, mais les juges apprécieront, et pourront même prononcer des peines d'emprisonnement, ça ne me choque pas du tout. Si vous voulez, j'allais vous appeler confrère, mais ça ne me gêne pas non plus. Il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. Je veux dire, je m'en fous complètement qu'Alain Soral, ou Serge Ayoub, ou Delia Conversano, ou Riposte Laïque, qu'ils soient condamnés à des peines de prison, ou même qu'ils aillent en prison. Je m'en moque. Je trouve juste que ça n'est pas utile et c'est même contre-productif, c'est tout. S'il fallait juger la période dont vous parlez, pour revenir à votre livre d'histoire, est-ce qu'ils sont mieux sortis qu'ils n'auraient dû le faire? Est-ce que, finalement, quel traitement on leur a réservé à ces magistrats? Ou ces héros cachés, pardon, qui ont prêté serment et qui ont résisté, ou ceux qui ont joué double jeu, ou ceux qui ont collaboré? Et il y a ceux qui ont été à la fois les Vichy-résistants que l'on connaît, François Mitterrand ou d'autres. Il y a toute une génération qui, au départ, est restée sur Vichy, puis qui en 1942 a évolué progressivement. Ils sont devenus des vrais résistants. Et il y a eu des tas d'historiens qui ont écrit sur ces questions-là. J'ai essayé justement, quand je parlais aux auditeurs de justice, aux jeunes magistrats, j'ai dit attention à la génération morale. Voilà. Et une génération, est-ce qu'une génération va juger une autre? Est-ce que cette génération va juger ses grands-parents? Voilà, c'est un peu ça, avec un jugement purement moral, rétrospectif, comme ça, avec un autre système de valeurs. Comme disait François Mitterrand, pardon de le reciter, c'est facile quand on connaît la fin de l'histoire. Quand on est dans l'histoire, c'est un peu différent. Comment on nous jugera, nous, sur un certain moment, sur effectivement le terrorisme, sur d'autres? Quel regard sera porté dans 30 ans par d'autres? Je ne serai plus là, enfin moi je ne serai plus là. Comment d'autres jugeront ce qu'on a fait? Donc le message aux magistrats, c'est très simple. Pensez à chaque fois à votre dossier, à individualiser, à penser à être des vrais juges à chaque moment. Et effectivement, on sait qu'être des vrais juges, c'est parfois des compromis. C'est des compromis. Et par exemple, je prends l'exemple parce qu'on découvre aussi ces problèmes des historiens qui se prennent pour des juges alors qu'ils n'ont pas forcément un dossier contradictoire. C'est-à-dire qu'on va travailler par exemple sur une archive papier, sur un élément, sur un témoignage, mais on n'aura pas les éléments. On a découvert avec Alain Banco très récemment, dans des mémoires d'un avocat parisien qui en 1943, 44, fin 43, début 44, qui n'était pas du tout un avocat communiste, mais défendait devant la section spéciale de Paris et des personnes poursuivies devant la section spéciale de Paris. Et en fin de compte, on peut regarder le jugement, etc. Et il raconte comment, avant les audiences, il allait rencontrer dans leur bureau ou ailleurs le magistrat pour voir à peu près quelle peine pouvait être prononcée, minimum, pour que les personnes ne soient pas ni relaxées, ni qu'on ait trop... Parce que s'ils étaient relaxés ou une peine trop faible, les Allemands les récupéraient et les emmenaient. Donc il fallait trouver la condamnation à une peine d'emprisonnement. Et tout ça a été négocié avec certains magistrats, etc. Donc on a de tout, mais il faut aller regarder absolument tous les éléments. C'est pas simple. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la Libération? Il fallait relégitimer. Ça, c'était le gaullisme. C'est pour ça que Papon est revenu. On le voit en photo au balcon avec le nouveau préfet. On le voit à Bordeaux. Et même Papon, à la Libération, faisait des attestations pour les magistrats qui étaient là dans la Cour de justice. Il faisait des attestations, puisque lui avait à la fin protégé des personnes, il a quelques-unes, etc. Il s'est débrouillé pour prendre contact avec la résistance, etc. Donc on se retrouve à une situation où il faut, après ce qu'on a appelé l'épuration sauvage, il faut reconstituer l'État, pour la justice comme pour le reste. Donc on fait deux choses. On fait un procès emblématique,
qui est le procès des juges de la section spéciale, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, on va juger au pénal, la Cour de justice de la Seine, du 5 au 8 mai 1945, va juger des juges pour leurs décisions, des procureurs et autres. Et il y en a un qui ne vont pas juger, qui est celui qui, dans le film de Costa Gavras, on le voit refuser de voter les 3 peines de mort. Et nous, avec Alain Bancon, travaillant sur les archives, et notamment de la commission d'épuration de la magistrature, on voit que, contrairement à ce qu'il a dit, il les a votées, les peines de mort, même s'il s'est battu contre, il a acquiescé au vote qui est là. C'est Linet, le type qui n'a pas été poursuivi, parce qu'avant, il faut savoir qu'ils ont été poursuivis sur le plan disciplinaire. J'ai les chiffres exacts, à l'époque, il y a eu près de 9 à 10% des magistrats qui ont été épurés administrativement. J'ai parlé des 2 tiers. Il y a 20% du Conseil d'État qui a été épuré. Ne pas l'oublier. Épuré à la Libération. Mais avant, il y a 2 présidents de section et un certain nombre de magistrats du Conseil d'État. J'ai aussi des chiffres sur lesquels je peux revenir. Les magistrats juifs qui ont été exclus de la magistrature, etc. Il y a eu une épuration par Vichy. Et après, à la Libération, ces personnes, si elles étaient encore vivantes, si elles ont survécu, ont été réintégrées dans la magistrature. Et il y a eu à peu près 9 à 10% des magistrats épurés administrativement. C'est une des administrations les plus épurées, contrairement à ce qu'on croit. Donc, 2 tiers des chefs de cour, premiers présidents et procureurs généraux, ont été immédiatement exclus, etc. Donc voilà, et il y a eu des condamnations, il y a eu 5 condamnations à mort, mais 2 par contumace, dont Gabold, le garde des Sceaux, l'ancien procureur de Paris, qui est venu à la fin, 1943, et qui a accompagné Pétain, Sigmaringen, et ensuite qui s'est réfugié, et qui est mort, lui, dans l'Espagne du maréchal Franco. Voilà. Et c'est lui qui a d'ailleurs rédigé, j'ai mis ici, parce qu'Alain Bancon avait trouvé ce document, c'est lui qui, de sa main, si pour ceux qui se souviennent du film de Costa Gavras, c'est exact, c'est lui qui a écrit de sa main l'article 10 de la loi du 14 août sur la rétroactivité du texte créant la section spéciale. Et on a retrouvé le document manuscrit, on l'a mis en photographie ici. Donc, une épuration assez forte qui a été faite. Pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument que la justice revienne pour juger les collaborateurs. Et donc on avait les cours de justice qu'on a fait présider par des magistrats. Il y a des magistrats qui ne voulaient pas y aller. Et puis il y a surtout les CDL, les comités de la résistance, où les communistes notamment étaient très forts, qui étaient les assesseurs. Et c'est aussi les premières femmes qui ont été juges, ont été là. On l'oublie complètement parce que les femmes sont devenues magistrats qu'à partir de 1946. Il y avait déjà eu les femmes dans les conseils de prud'homme et certaines tribunaux de commerce. Et les premières femmes, en fin de compte, c'était des femmes jurées, qui étaient notamment les épouses des prisonniers de guerre et ceux des déportés, etc. Et d'ailleurs, Floriot dit, je le mets dans une note de bas de page, une déclaration de Floriot qui dit, évidemment, sur le juge impartial, c'était pas évident, parce que c'était les femmes dont le mari avait été déporté, prisonniers de guerre, etc. Donc, elles étaient plutôt sévères dans les jurys. Voilà, la première vision des femmes, Floriot dit, mettre les femmes dans les jurés, dans les jurys des comités dans les cours de justice, c'est extrêmement sévère. Donc voilà, il y a eu cela, et puis ensuite, progressivement, la justice est revenue progressivement normale. Mais ensuite, c'est donc avec des attaques très fortes sur les juges, parce qu'évidemment, les avocats disaient, mais attendez, vous êtes sous Vichy, vous avez été juge, et puis vous revenez pour être juge à la Libération. Alors, ces juges étaient très exposés, donc ils mettaient en évidence les martyrs de la magistrature, ceux Parodi, celui qui a été... il essayait de se victimiser en disant « Mais non, certains d'entre nous ont été résistants, on a fait ce qu'on a pu, etc. » Donc c'était une période extrêmement dure, mais ce qui était normal. Mais il y avait besoin d'un appareil d'État et d'une justice qui, effectivement, faisait le pénal, ou autrement c'était l'épuration sauvage, etc. Donc ça, De Gaulle a essayé de remettre la magistrature, et puis il y a eu un garde des Sceaux de Menton qui l'a fait. Et ensuite, les magistrats, ils ont été dans des périodes exceptionnelles après cette génération, parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu la décolonisation. On oublie ce qu'ont fait les juges sous Madagascar en 1960, dans les années 56-60, en Algérie, etc. On a toute cette génération qui est là, qui a été dans le traumatisme. Et nous, notre génération, ceux qui ont été recrutés à la fin des années 70, comme notre génération en général, la génération heureuse, on n'a jamais été dans des situations absolument extrêmes. Ce que vous dites, on est dans un état de droit, dans une situation de luxe aujourd'hui. Donc, nous permettre de juger les autres, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, à leur moment? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ceux qui sont très forts pour se mettre, pour juger rétrospectivement, je n'en sais rien.
Ce que je sais, c'est ce que j'assume dans ce que j'ai fait chaque jour ou ce que font nos collègues. C'est ça le métier de juge, c'est ça le métier d'avocat. Il y a des avocats qui ont été courageux aussi, à certains moments, qui ont défendu des résistants, des communistes, et qui ont après défendu des collaborateurs. Et je dois dire que moi, Jacques Izorni me semble être un grand avocat. Je ne partage pas ses idées, comme on dit, mais franchement, et quand Jean-Denis Bredin m'en a parlé, ou d'autres, etc., c'est exceptionnel. Et la biographie qui a été faite d'Izorni par votre collègue de Grenoble est absolument remarquable. Marcin Antonovitch. Voilà, Antonovitch. Franchement, et oui, si je peux dire un mot sur Izorni, je termine. Ne pas oublier que de cette loi de dénaturalisation de juillet 40, Izorni était victime parce que sa mère était suisse. Et donc, la législation s'est appliquée, mais il a fait partie de ceux qui ont été réintégrés, enfin à laquelle s'est pas appliquée la loi sur la dénaturalisation, alors que sa mère n'était pas française, donc il aurait dû quitter le barreau. Vous voyez, c'est... Écoutez, merci pour finalement, si l'on renvoie aux vitrines qui sont juste derrière et à la défense d'Izorni plaidée pour le maréchal Pétain et dans d'autres cas. Il avait défendu des résistants. Oui, il a défendu des résistants. Je propose que la parole circule si vous avez des questions, chers amis. Et puis ensuite, je libérerai nos amis pour qu'ils aillent signer leurs ouvrages et vous en racontent encore plus. Forcément. Oui, voilà, je t'en prie. Mon propos s'adresse peut-être a priori plutôt à Maître Gardère. Vous prenez, et ça me paraît séduisant a priori, ce que je pourrais qualifier à l'instar de la philosophie de Ruben Gauchien qui parle de morale minimaliste. Vous prenez un droit pénal minimaliste en matière de liberté d'expression. Et pour soutenir cette thèse, vous indiquez, et là se pose la question, entre guillemets, le rempart intellectuel, le rempart culturel suffira. Donc vous faites allusion à, je n'essaie pas d'interpréter votre propos, mais ce que je comprends, une espèce d'autocensure des personnes qui pourraient se trouver confrontées aux foudres judiciaires. Mais est-ce que cette autocensure et ce rempart sont suffisants, eu égard à certaines circonstances? Alors, l'autocensure de... L'autocensure de l'intéressé, oui, qui va se dire, oui, quand bien même je ne risque pas de me retrouver... Okay, non, je pense que c'est plus ample. Confronté à des désagréments judiciaires, sur un plan intellectuel ou culturel, l'intéressé va s'empêcher, si je puis dire. Oui, ok, j'ai compris votre question. Non, je crois que ma réflexion était un peu plus ample, tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'alors qu'il subit des poursuites judiciaires et des condamnations assez lourdes, Alain Soral s'auto-censure? Je ne crois pas. Lui, peut-être pas, mais d'autres. Beaucoup d'autres. Ou alors, regardez Rivarol. L'hebdomadaire Rivarol, Jérôme Bourbon, je veux dire, on est dans le délire antisémite, pro-Vichy toutes les semaines. Alors qu'il est poursuivi, il est régulièrement condamné, etc. Je n'ai pas le sentiment que cette autocensure, en situation où les poursuites pénales, les condamnations pénales sont là, où le droit pénal s'applique, je n'ai pas le sentiment que l'autocensure fonctionne. De la même façon, sur les réseaux sociaux, vous savez, le grand risque, le grand danger de cette histoire de pénalisation de l'expression sur les réseaux sociaux, c'est une sorte d'externalisation du juge pénal, parce que notre juge pénal, il est très bien, comme l'a rappelé Jean-Paul Jean, excusez-moi, on l'appelait Jean-Paul Jean, voilà, on est dans le cadre de la justice, de l'état de droit, il juge équitablement, comme ça doit être, dans le respect du droit, etc. Et il y a une protection des libertés fondamentales, un droit à la défense, etc. Sur Internet, et on ne peut pas mépriser ce que sont Twitter, Facebook, YouTube, sont aujourd'hui, à l'échelle du monde, des canaux d'expression absolument fondamentaux où tout le monde s'exprime. Et le fait que, progressivement, et on le voit bien, il y a même un accord qui a été fait, on a tous vu cette photo en octobre, je crois, où on voit Emmanuel Macron et Zuckerberg, patron de Facebook, à une réunion de travail, à une table, en bras de chemise, etc. Ça me paraît très dangereux. Le fait qu'on externalise sans aucun contrôle, pour le coup, étatique, judiciaire, que les États libéraux soient obligés d'externaliser la censure et la répression auprès de sociétés privées. Ça me paraît dangereux. Et ils sont
y a un droit pénal qui peut potentiellement s'appliquer à leur égard ici et maintenant. Il ne me semble pas que les gens s'autocensurent. Encore une fois, tous les jours, des milliers d'infractions pénales sont commises. Non, c'est pas tant il n'y aurait pas de droit pénal et les gens s'autocensuraient. Non, je ne pense pas à ça. Je pense au fait de convaincre, de porter la parole, de porter le combat politique, intellectuel, partout, au lieu de ne pas le faire. Je trouve juste que la plainte pénale occupe un espace qui exclut un combat politique assumé, authentique. C'est tout. C'est la place que prend cette plainte pénale, cette démarche pénale à l'égard des méchants. Voilà, elle prend une place que devrait occuper le combat politique et intellectuel. C'est tout. Et je ne parle pas d'autocensure. Les gens pourront bien continuer à dire leurs vilaines choses, mais qu'au moins la contradiction leur soit apportée. Parce que si vous voulez, on ne combat pas à égalité avec un mec qui a fait du ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de romantisme que revendiquent tous ces gens. Je le vois bien, je les ai vus, j'en ai parlé, j'en ai parlé à tous là. Au sein de l'extrême droite, il y a une sorte de gloire. Il y a une gloire du réprouvé, il y a une gloire du condamné, il y a une gloire, c'est leur casier judiciaire, ce sont des décorations d'une certaine façon. Et ça attire à eux tout un tas de jeunes esprits fragiles qui vont les vénérer. Regardez, Forisson, une icône. Forisson a été condamné pénalement, on a écrit, on a dit, les juges ont dit que c'était un faussaire, etc. Quand Dieudonné l'a fait monter sur scène, il l'a réhabilité, il est devenu une icône pour toute une génération, etc. C'est ça que j'observe. C'est ça que j'observe. Donc, je trouve que voilà, encore une fois, si je mets de côté toute posture idéologique, sur le plan purement empirique, il me semble que c'est contre-productif de pénaliser l'expression. D'accord. Donc, si je peux me permettre encore un mot, donc, pour résumer votre propos, mieux vaut la libre parole que la victimisation. C'est ce que vous dites. Je pense qu'il vaut mieux accepter que la parole s'exprime plutôt que de créer des faux martyrs et plutôt que risquer de dégrader notre état de droit et nos libertés à tous. Comme si, je veux dire, c'est pas un gâteau dont on peut couper des parts et le gâteau reste entier dans le gâteau, il est atrophié, il risque de l'être pour tout le monde. Voilà, la liberté d'expression, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement, en tout cas, on peut le faire, on le fait là, mais qu'on peut facilement diminuer sans la restreindre et l'atrophier pour tous. Merci. Je crois, encore une fois. Mais je vais dire un mot parce que je trouve que la scène pénale, c'est une question de stratégie. Un avocat peut porter plainte et aller en citation directe. Zola, dont on voit le procès Zola de 1888, c'est une stratégie pour voir. Donc la stratégie du martyr, elle existe. On le voit aujourd'hui avec les gilets jaunes ou pas. Et si on est poursuivi. Donc le droit pénal, il a une place institutionnelle dans laquelle les représentants de l'État ou de la justice ont les poursuites, on met les limites, et puis ensuite il y a des gens qui l'utilisent, la justice, qui soient poursuivants ou qui soient victimes, et qui vont l'utiliser. On va même dans le droit pénal, on parle des incriminations, mais vous oubliez la procédure. Ce qui est passionnant dans le droit pénal, c'est qu'il y a une infraction, ça veut dire qu'on peut avoir une garde à vue, des perquisitions, des saisies de documents, etc. Donc le droit pénal, en fin de compte, c'est un outil qui est là. Alors effectivement, on a dit souvent les lois d'affichage, on va beaucoup trop là. Moi, je suis pour garder le pénal là où est sa place. C'est vrai qu'il est partout, et quand il est partout, il est nulle part. Ça, on connaît bien ça. Donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui de cet éclatement du pénal partout. Donc ce dont on a besoin, c'est affirmer des valeurs claires, donner des limites, et ensuite laisser cette part du juge. C'est la garantie du procès qui va permettre de trouver les équilibres entre ce qui doit être puni sévèrement ou pas, point final. Effectivement, là aussi, s'il y a un point avec lequel je suis d'accord avec vous, c'est que c'est un éclatement où on a perdu nos repères. C'est-à-dire que le juge administratif, c'est le juge du préventif et de l'action d'administration, c'est pas le juge des libertés, même si il doit les assurer, mais le juge des libertés, dans la Constitution, c'est le juge judiciaire. Le juge administratif a fait d'énormes progrès en quelque sorte, mais il a découvert les étrangers en situation irrégulière à la fin des années 80. Maintenant, tout ce qui est l'hôpital psychiatrique ou des pauvres, c'est la justice judiciaire. Et là, effectivement,
de voir les... Non, mais puisque vous travaillez beaucoup sur les tribunaux administratifs, moi j'ai beaucoup travaillé avec des juges administratifs, je trouve qu'ils ont maintenant totalement cette conception des libertés, ils n'ont pas la culture judiciaire qui est celle d'un débat qu'un juge pénal, à l'audience, avec les personnes qui arrivent menottées, etc. Et ça, c'est vraiment un problème culturel, parce que quand on passe, comme au Conseil d'État, un tiers à passer dans les cabinets ministériels, à être responsable d'administration, etc., on n'a pas le même rapport à l'État que le juge judiciaire, qui est quelqu'un qui doit d'abord travailler sur l'individu, le dossier individuel. Les politiques publiques, c'est le parquet, le dossier individuel, c'est le juge. Le juge administratif, pour certains d'entre eux, sont complètement en partie dans l'appareil d'État. Je les apprécie et je les aime, mais c'est un problème de culture. Ça demande des dizaines d'années pour se construire. La parole là-bas. Oui. Non, mais si elle est demandée, oui, pas si on murmure. Voilà. Vous voulez parler ou vous posez une question? Non. Bon. Oui, enfin, moi je vous écoute, je vous entends, mais il me semble que, puisque vous évoquiez le juge administratif, mais il est au même titre que le juge judiciaire un garant des libertés publiques. Je suis d'accord. Et j'étais en train de marmonner, le fait qu'il puisse passer comme ça dans des ministères, je suppose avec la paye qui va avec, hein, je parle sous votre contrôle, je trouve ça parfaitement anormal. Parce que justement, on doit pouvoir croire en la justice de notre pays. Je veux dire, c'est une fonction énorme d'être magistrat et de pouvoir comme ça passer de l'un à l'autre. Et puis non, je veux dire, tribunal administratif, il y a tellement de lois qui justement de dérive, c'est vraiment lui aujourd'hui qui est le grand juge. Très bien. Alors, une dernière question peut-être, mais je vous rappelle qu'ici, je n'organise pas le grand débat national, hein, moi, contrairement à d'autres. Dommage, il y aurait plein de propositions. En ce qui concerne les juges administratifs, quand vous sortez de l'État, vous avez l'affectation ou le choix d'aller dans les tribunaux administratifs. Vous faites une carrière au sein des tribunaux administratifs, etc. Et pour ce qui est du juge judiciaire, vous savez très bien que là aussi, il y a des carriéristes et il y a des carrières qui se font en allant au ministère, puis en redescendant, etc. Hein, voilà. En redescendant, en étant ensuite procureur. On va arrêter, signer des livres, et il faut qu'on arrête. Parfait. Bien. Alors, mes amis, s'il n'y a plus de questions en rapport quand même avec les livres de nos invités, parce que je veux bien un débat général sur la justice, mais on en fait ici régulièrement, donc je vous convie à revenir sur des thèmes qui seront exactement dans ce sujet. Je propose de libérer, et de remercier d'abord nos deux invités, Nicolas Gardère et pour son vif essai « Voyage d'un avocat au pays des infréquentables » aux éditions de l'Observatoire. Et puis, Monsieur le Président Jean-Paul Jean, pour ce remarquable... Alors, quand j'ai dit gros, parce que j'aime beaucoup les gros livres, donc étant un gros lecteur, je crois, donc n'y voyez aucune anicroche ou malfaçon. Non, c'est un excellent livre, un excellent travail, comme tout ce que fait d'ailleurs l'Association française pour l'histoire de la justice, à laquelle vous devriez tous adhérer, si je puis me permettre. Jugé sous Vichy, Jugé Vichy, édité par la documentation française. Deux mots aussi pour remercier les amis du musée du barreau de Paris. C'est une sympathique association qui nous aide ici dans nos activités. Les personnalités présentes et notamment les membres et anciens membres du Conseil de l'Ordre, une ici devant moi. Notre partenaire, la librairie La Petite Égypte, ça ne s'invente pas. Et puis vous dire que donc ces deux livres sont en vente dans quelques instants dans la partie Moyen-Âge du musée, ce qui fera réfléchir nos deux invités à tout ce qu'ils ont pu élaborer sur la justice pénale éclairée et l'équilibre. Voilà, on va les renvoyer du côté tour de justice. Et enfin, trois informations. Il y a une feuille de formation continue qui doit circuler quelque part. Je précise à mes confrères et consoeurs que c'est bien de la signer, ça vous fait gagner quand même 2 heures. Et puis... il y a pour ceux qui... si vous avez envie de revenir ici le 14 mars prochain, il y a le 14 mars et non pas le 11 mars comme on l'avait annoncé initialement, la prochaine audition du barreau de Paris avec François-Louis Coste, Mathieu Delahousse, journaliste de la presse judiciaire du Nouvel Observateur, qui vient de sortir un livre sur la chambre des coupables, et notre confrère Michel Lévy, donc le 14 mars. Et enfin, pour ceux qui ne sont jamais venus, en dehors du plaisir que vous pouvez avoir à regarder nos vitrines et à regarder notamment... l'affaire Papon, mais aussi à rendre hommage à nos confrères déportés.
par le barreau de Paris, dans la petite partie qui se trouve juste derrière moi. Et de plaisir que vous aurez de faire signer les livres de nos invités. Vous pouvez monter jusqu'au premier étage et admirer depuis le palier l'escalier classé qui vaut à ce bâtiment d'avoir survécu à travers les âges et de nous abriter aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. À très vite.